Carl Gustav Jung ou la totalité de l'homme futur. Une émission de Bernard Latour. Voici la 5e de nos 8 émissions consacrées à l'œuvre de Carl Gustav Jung. Cette émission, qui porte le sous-titre de Symbole, archétype, est dans le prolongement direct de nos émissions précédentes consacrées à l'étude de la notion de rêve et d'inconscient collectif. Je voudrais tout d'abord relire ici un extrait de Wirklichkeit der Seele. Carl Gustav Jung écrit « Le rêve est la petite porte cachée au plus intime, au plus secret de l'âme, ouvrant sur cette nuit cosmique primordiale qui était psyché, alors qu'il n'y avait pas encore de moi conscient, et qui restera psyché au-delà même de ce que notre moi conscient pourra atteindre. Par les rêves, nous accédons à cet homme plus profond, plus universel, plus vrai, plus durable, qui habite encore dans la faible clarté de la nuit primordiale. Là, il est encore le tout, et le tout est en lui, non différencié de la nature et dépourvu d'ipséité. Je vous rappelle que l'ipséité, c'est l'individualité métaphysique. Si cette faible clarté de la nuit primordiale n'est en aucun cas un acquis du conscient, on doit évidemment la retrouver dans un état de la conscience qui a été défini comme étant prélogique, c'est-à-dire l'état de la conscience aussi bien du primitif que de l'enfant. Ici, je vous lis à nouveau un extrait de Carl Gustav Jung, un extrait de la préface au livre de Wix, Analyse der Kinderseele. La psyché inconsciente de l'enfant a une étendue illimitée et un âge incalculable. Les rêves d'enfants de 3 à 4 ans peuvent être à ce point mythologiques et lourds de signification qu'ils risqueraient d'être pris pour des rêves d'adultes si l'on ne connaissait pas l'âge du rêveur. Nous sommes ici devant les restes évanescents d'une psyché collective qui, en rêvant, réitère les contenus éternels de la psyché humaine. Nous avions donc, lors d'une émission précédente, étudié la notion d'inconscient collectif. Il est bon de revenir à une définition de celui-ci avant d'aborder vraiment notre émission d'aujourd'hui. Voici ce que dans l'énergétique psychique, Carl Gustav Jung écrit. Comme l'indique déjà le terme, l'inconscient impersonnel ou collectif ne contient rien de personnel, mais uniquement du collectif. C'est-à-dire qu'il n'appartient pas à un individu unique et spécifique, mais au moins à tout un groupe d'individus, le plus souvent à tout un peuple, voire à toute l'humanité. Ce ne sont pas des acquisitions de l'existence individuelle, mais des produits de forme spirituelle et d'instinct inné. Bien que l'enfant n'ait point de représentation innée, il possède cependant un cerveau hautement développé avec des possibilités fonctionnelles bien déterminées. Ce cerveau, il l'a hérité de ses ancêtres. Il est comme le résidu des fonctions nerveuses de toute son ascendance. L'enfant apporte ainsi au monde un organe tout prêt à fonctionner au moins comme il le fit de tout temps. Dans ce cerveau gisent préformés les instincts ainsi que les images primordiales qui ont toujours servi de base aux pensées des hommes, donc toute la richesse des motifs mythologiques. Chez l'homme normal, il n'est naturellement pas facile de démontrer immédiatement l'existence d'un inconscient collectif. Pourtant, dans ses rêves, s'annoncent de temps en temps des représentations mythologiques. Les contenus de l'inconscient collectif apparaissent très nettement dans certains cas de troubles mentaux, en particulier dans la schizophrénie. Souvent, s'y développent des images mythologiques en une variété insoupçonnée. Les aliénés produisent souvent des associations d'idées et des symboles qu'il est impossible de ramener aux expériences de leur existence individuelle, mais qui se rapportent certainement à l'histoire de l'esprit humain. Il s'agit de la pensée primitive mythologique qui reproduit ces images primordiales et nullement de la reproduction d'expériences conscientes.
Nous avions vu lors de nos émissions précédentes que lorsque nous évoquons en psychologie une notion comme l'animal, l'animus, le moi, le soi, nous n'évoquons pas une entité absolument définissable, mesurable, aussi précise qu'une entité en sciences physiques ou en sciences naturelles, mais qu'au contraire nous abordions un noyau de signification chargé d'énergie. Et c'est précisément parce qu'il est chargé d'énergie que ce noyau de signification, que cette notion psychologique se manifeste à nous, parfois, comme nous l'avons vu dans l'émission précédente, sous la forme des rêves. Nous venons de voir l'inconscient collectif. Un des grands contenus de l'inconscient collectif, ce sont les archétypes. Et ces archétypes se manifestent à nous sous la forme du symbole, le symbole étant l'énergie de l'archétype. Mais, précisément parce que l'archétype provient du collectif, le symbole, lui aussi, a une signification collective. Et pour bien mesurer la différence entre le personnel et le collectif dans le symbole, je vous propose d'écouter un extrait de L'homme à la découverte de son âme. Ce mot de mère, à résonance si familière, paraît se rapporter à la mère que l'on connaît le mieux, à la mère individuelle, à ma mère, en tant que symbole. Cependant, il plonge ses racines dans un arrière-plan qui échappe obstinément à toute formule conceptuelle, et que l'on ne peut que pressentir de façon vague, sous forme d'existence corporelle proche de la nature, secrète, périphrase qui est déjà trop étroite et qui exclut de nombreux aspects significatifs indispensables. Le fait psychique originel à la base est d'une complexité inouïe, complexité qui ne peut être pressentie que par une représentation intuitive d'une immense ampleur. C'est précisément pourquoi il faut des symboles. Mais cet archétype dont l'énergie se manifeste par le symbole, comment nous en assurer une première approche? Relisons un extrait de type psychologique. Là, au départ, Carl Gustav Jung avait appelé le symbole image primordiale. J'appelle primordiale toute image de caractère archaïque, autrement dit qui représente une concordance remarquable avec des motifs mythologiques connus. Elle exprime alors, d'abord et surtout, des matériaux collectifs inconscients, en même temps qu'elle indique que la conscience dans son état momentané est moins personnelle que soumise à une influence collective. Une image personnelle n'a ni caractère archaïque ni signification collective. Elle exprime des contenus personnels inconscients et une situation personnellement conditionnée du conscient. L'image primordiale, que j'ai ailleurs appelée archétype, est au contraire toujours collective, c'est-à-dire commune au moins à tout un peuple ou à toute une époque. Enfin, pour rattacher tout cet ensemble de l'inconscient collectif et des archétypes au fondement historique de la psyché, revenons-en toujours à l'ouvrage Les types psychologiques à propos des engrammes. L'inconscient considéré comme fondement historique de la psyché contient sous une forme concentrée toute la suite des engrammes qui, depuis des temps incommensurables, ont déterminé la structure psychique actuelle. Les engrammes ne sont que des traces de fonctions indiquant de quelle façon, en moyenne, l'âme humaine a fonctionné le plus souvent et le plus intensivement. Les engrammes fonctionnels apparaissent sous forme de motifs ou d'images mythologiques qu'on peut trouver sans difficulté, parfois identiques, parfois très analogues, chez tous les peuples et dans tous les matériaux inconscients de l'homme d'aujourd'hui. Avant d'approfondir notre étude sur les notions de symboles et d'archétypes, nous allons évoquer un exemple précis en nous efforçant de remettre un peu d'ordre dans une notion par trop galvaudée. On sait que Édipe est le type même de la victime du destin. C'est un héros auquel le sphinx, une figure archétypique, l'expression de l'inconscient,
l'expression du monde des archétypes, auquel le Sphinx révèle qu'il a épousé sa mère Jocaste et tué son père Laios. Par conséquent, le monde des archétypes, le monde de l'inconscient, révèle à l'homme qu'il y a constamment un problème dans la relation parentale. On sait que Édipe va se punir en se crevant les yeux et qu'il va errer dans la campagne de Thèbes guidé par sa fille Antigone. Ne rentrons pas dans la psychologie freudienne, ce n'est pas le but de notre émission, mais rappelons tout de même que lorsque l'enfant se trouve en difficulté d'assimilation parentale, il intériorise ses sentiments à l'égard de ses parents et ça donne alors aux fantasmes sexuels et agressifs. Les fantasmes agressifs seront les fantasmes du rapport, une fois parvenu dans la vie adulte, avec ce que représentait le père, c'est-à-dire avec l'autorité. C'est pourquoi, bien au-delà du père, nous avons un archétype qui est à l'origine, en grande partie, de notre façon d'être. Car qu'est-ce qui est plus hiérarchisé, plus structuré que la vie sociale? J'ai demandé à Jean Chevalier d'évoquer pour nous tout ce qui se rattache à l'archétype de père. Le père qui regroupe toutes les images d'autorité. Le professeur, le patron, le chef, le juge, le mari, l'ancien, le vieillard, le prêtre, Dieu. Tous ces noms, tous ces symboles peuvent être considérés comme des figures du Père. Le Père étant le symbole de la loi, de la domination, de la possession. Or, cet archétype-là est véritablement le fruit d'une expérience millénaire et le fruit d'une expérience typiquement humaine et absolument universelle. Le Père sera conçu comme, c'est bien pire que ça, sera senti comme le principe d'ordre en face de l'anarchie, des tendances à s'épanouir sans contrainte. Et en conséquence, le père, c'est l'homme de la répression. C'est celui qui vous limite, c'est celui qui vous contraint. Le père est aussi un principe d'efficacité, et c'est lui qui s'opposera à vos tendances à l'inertie, à la paresse, à l'inaction. Il est la force de vie qui vous pousse à vivre et à faire tout ce qui est nécessaire pour vivre. La vie, effectivement, c'est là ce qu'il y a de plus fondamental dans cet archétype. Le père transmet la vie, mais en même temps que la vie, il vous transmet les lois de la vie. C'est-à-dire, il sait tout, il peut tout, il possède tout, il est tout. Cet archétype a lui aussi son aspect positif et son aspect négatif. On se représentera le père sous les traits d'un homme compréhensif, bon, généreux, qui vous apporte la sécurité, les facilités de l'existence et une certaine tranquillité. Ce sera, si vous voulez, le Dieu d'amour du Nouveau Testament, celui qui veut le développement spontané de son Fils. C'est le désir de la conscience de se développer, et c'est lui qui encouragera ce développement spontané de la conscience. Ce Père, le côté positif du Père, c'est celui qui vous conduit à l'autonomie par les voies de la compréhension et de la coopération. Mais il y a aussi l'aspect négatif. Tout ce que le Père représente comme force de répression. Alors vous avez ces figures de Yahvé de l'Ancien Testament, le Père colérique et jaloux. Vous avez le Chronos de la mythologie grecque, qui marque un point d'arrêt dans l'évolution vitale. Vous avez les images des monstres, ces monstres puissants et tyranniques. Vous avez le Père dangereux, terrible. Le Dieu, c'est Dieu Père qui aimait les sacrifices sanglants. C'est le côté négatif
du père tyrannique qui veut garder sa puissance et qui s'insurge contre toutes les tentatives du fils de requérir son autonomie et qui devient le rival du fils et en conséquence l'obstacle que le fils devra vaincre. Et là, vous voyez la description du concept d'Édipe. L'archétype du père pousse donc au maximum ce problème de la relation entre le moi présent et le moi futur. Il est au cœur du devenir. Le père sera l'écran, sera l'ombre de moi-même, mais il peut être aussi l'idéal de moi-même, le surmoi auquel je voudrais ressembler. Mais il sera toujours ressenti sous ces deux aspects. L'ordre qui symbolise le principe paternel doit vaincre nos instincts, nos convoitises, mais cet instinct vital doit vaincre l'ordre qui l'empêche de vivre. Et c'est là le conflit fondamental de tout être. Donc l'archétype de père, ne l'imaginons pas sous les traits d'un grand homme barbu, vous voyez que c'est beaucoup plus profond, et c'est un drame de la lutte intérieure pour la conquête de soi, pour l'autonomie, et pour trouver en soi-même ce potentiel de transcendance qui caractérise la maturité. Qu'est-ce que le symbole? Jean Chevalier, dans la préface qu'il a écrite au Dictionnaire des symboles, nous montre combien, sous cette appellation, de multiples termes ont été réunis et combien une certaine confusion entoure le symbole. En effet, à propos de symbole, on pourrait parler d'emblèmes, d'attributs, d'allégories, de métaphores, d'analogies, de symptômes, de paraboles, d'apologues. Pour nous, en psychologie jungienne, nous reviendrons à l'origine grecque du terme, au mot « symbolon ». C'est un signe de reconnaissance entre deux hôtes. On partage un objet en deux, chacun des hôtes en prend une moitié et la transmet à ses enfants. Plus tard, lorsque les deux parties pourront être rapprochées, il y aura là un signe de reconnaissance entre les enfants qui pourra renouer la relation existante précédemment entre les deux familles. Il faut également en venir au mot allemand, Sinnbild. On voit là deux termes, Sinn, l'esprit, le conscient, la pensée, et Bild, l'image. Par conséquent, la matérialisation de la pensée. Que ce soit dans la racine grecque du terme, que ce soit dans le mot allemand, le symbole représente toujours une dichotomie. Il y a toujours un partage entre deux parties, l'une possédée, connue par conséquent, et l'autre qui n'est pas possédée. L'autre qui est entourée d'un mystère du fait qu'elle n'est pas possédée, mais qui, de toute façon, est complémentaire de la partie possédée et connue. Janet, dans l'Intelligence avant le langage, a écrit « Le symbole a toujours été l'expression de l'inexprimable ». Dès l'instant que par la pensée logique et rationnelle, il est impossible de définir une notion, il faut effectivement s'adresser au symbole pour pouvoir la saisir et lui permettre de demeurer de génération en génération. Vous avez déjà entendu de nombreux extraits de l'entretien que j'ai eu à Zurich avec le docteur Liliane Freiron. Voici, grâce à elle, une première approche de la définition du symbole dans la psychologie jungienne. Pour Jung, il ne vise ni à un objet concret, ni à un objet sexuel, c'est-à-dire génital. Jung ne s'est jamais borné à une explication concrète et matérielle du symbole. Cela équivaudrait, d'après lui, à une réduction de la valeur humaine à celle d'une pure instinctivité. Ce qui lui semble être d'une valeur primordiale dans la notion du symbole, c'est sa capacité de transcender les opposés, de les compléter par des images de la totalité psychique de l'individu. Le symbole contribue à unifier la nature et l'esprit,
ainsi que la lumière et les ténèbres. Le symbole est pour Jung un paradoxe, une notion tierce qui est supérieure au conflit entre le oui et le non dans l'esprit de l'individu. Il existe une science, celle de la sémiologie, qui est consacrée à l'étude des signes, à l'étude de ces codifications qui permettent les rapports entre les hommes. Il existe évidemment une forme à la fois d'écriture et de dessin qui correspond bien à la sémiologie et à la symbolique, c'est le caractère chinois. Mais il faut quand même, pour nous occidentaux, apporter une très grande différenciation entre la symbolique et la sémiologie. Et Carl Gustav Jung nous l'a rappelé quand il a écrit dans Type psychologique, voir dans l'expression symbolique une analogie ou une désignation abrégée d'un fait connu, c'est faire de la sémiologie. Y voir la meilleure formule possible une chose relativement peu connue que l'on ne saurait donc tout d'abord désigner de façon plus claire ou plus caractéristique, c'est faire du symbolisme. Mais alors, puisque le symbole, comme le signe, doit pouvoir s'adresser à l'ensemble des hommes, à l'ensemble d'une communauté pour vivre, il faut bien que le symbole fasse non seulement appel à l'intelligence, mais aussi à l'émotivité, l'émotivité étant le dénominateur commun des foules. Carl Gustav Jung nous le précise quand il écrit « Comme le symbole vivant doit renfermer en soi ce qui est commun à un groupe humain assez vaste, ne serait-ce que pour pouvoir le faire entrer en résonance, il faut qu'il puisse saisir ce qu'il peut y avoir de commun dans ce groupe. Par son côté divinatoire, par sa signification cachée, le symbole fait vibrer la pensée autant que le sentiment. Sa singulière plasticité le revêt de formes sensoriellement perceptibles qui excitent la sensation autant que l'intuition. Nous verrons tout à l'heure, en évoquant les problèmes politiques qui entourent le symbole et l'archétype, combien cette puissance affective de l'archétype peut être dangereuse lorsqu'elle est mal exploitée. Au cours de nos émissions, nous nous sommes efforcés de montrer l'évolution de la conception des notions d'inconscient de Sigmund Freud à Carl Gustav Jung. Nous en reviendrons là à la première édition en 1900 de l'interprétation des rêves. Freud critique alors les méthodes antiques de l'interprétation des rêves. Il les qualifie justement de symboliques. Mais cependant, il entend marquer une certaine filiation entre elles et sa propre méthode. Pour Carl Gustav Jung, cependant, Freud restera beaucoup trop à une interprétation strictement sémiologique. C'est ce qu'il nous explique dans Seelenproblem où il dit « Les contenus du conscient qui laissent présumer des arrière-plans inconscients sont dits improprement par Freud des symboles, alors que dans sa théorie, il ne joue que le rôle de signes ou de symptômes de processus qui se déroulent sur ces arrière-plans et nullement celui du symbole proprement dit. Par cette dernière expression, il faut entendre une représentation que l'on est incapable pour le moment de se procurer d'une meilleure manière ou d'une manière différente. Lorsque Platon, par exemple, expose tout le problème de la théorie de la connaissance par la parabole de la caverne, ou lorsque le Christ annonce dans ses paraboles le royaume de Dieu, il faut voir là de purs et vrais symboles, c'est-à-dire des tentatives en vue d'exprimer une chose pour laquelle il n'existe pas encore de concept verbal défini. En revenant sur le problème des rêves tel que nous l'avions évoqué lors de notre dernière émission, et par conséquent sur le problème de l'interprétation des rêves, et à travers ce que nous venons de voir de la sémiologie et de la symbolique, nous pouvons évoquer maintenant la notion de l'interprétation sur le plan du sujet dans la psychologie de Carl Gustav Jung. À l'opposé de celle-ci, il y a l'interprétation sur le plan de l'objet, c'est-à-dire que si en rêve vous rêvez de mademoiselle X, il s'agit effectivement de mademoiselle X. C'est une interprétation analytique, elle décompose le contenu du rêve en sa trame complexe de réminiscences et de souvenirs qui sont l'écho de conditions extérieures. Par contre, en psychologie jungienne,
L'interprétation sur le plan du sujet est une interprétation synthétique, en ce qu'elle détache, et là je cite à nouveau des termes de Carl Gustav Jung, en ce qu'elle détache des causes contingentes les complexes de réminiscence et les donne à comprendre comme des tendances ou des composantes du sujet, auxquelles, ce faisant, elle les intègre de nouveau. Il ne s'agira donc plus de Mademoiselle X, mais du symbole représenté par l'image de Mademoiselle X en tant qu'archétype. Tant qu'un symbole est vivant, il est la meilleure expression possible d'un fait. Il n'est vivant que tant qu'il est gros de signification. S'il n'est plus gros de signification, il peut mourir. Mais, du fait même, comme nous l'avons vu tout à l'heure, de sa dichotomie, le symbole peut continuer à vivre dans des interprétations différentes. Et c'est précisément parce qu'il y a dichotomie et différenciation qu'il peut continuer à vivre à travers des époques, à travers des modes de pensée différents, à travers des sommes de connaissances différentes, à travers des rapports de logique différents. J'ai demandé à Jean Chevalier d'évoquer pour nous une interprétation moderne d'un symbole bien connu. Je vous citerai une interprétation qui a été donnée très récemment du nœud gordien. Vous savez que Gordias était un roi d'Asie et le timon de son char était attaché au char par un nœud, paraît-il, impossible à défaire. L'empire d'Asie était remis à Alexandre s'il défaisait ce nœud. On considère comme un trait de génie qu'Alexandre ait tranché le nœud gordien. Et on le cite toujours, en effet, comme un exemple de décision. Effectivement, Alexandre tranche le nœud gordien et devient le maître de l'Asie. Mais immédiatement, l'Asie lui échappe. Parce qu'il a tranché, il n'a pas dénoué. En psychologie, en analyse, ce symbole est un exemple d'échec et non pas l'exemple d'une réussite. C'est un exemple de violence et non pas un exemple de solution d'un conflit et d'un problème.
c'était l'Ode à la paix de Handel, qui commence par une hymne au soleil, aux sources de joie, de bonheur, de lumière, de félicité. Et cet hymne à l'archétype soleil nous permet maintenant, après avoir étudié la notion de symbole dans l'œuvre jungienne, nous permet maintenant d'aborder la notion d'archétype. Au début de l'émission, je vous avais dit que Carl Gustav Jung avait tout d'abord appelé l'archétype image primordiale. J'appelle primordiale toute image de caractère archaïque, autrement dit qui représente une concordance remarquable avec des motifs mythologiques connus. Mais ce terme d'archétype dans l'œuvre jungienne, est-ce un terme nouveau inventé par Carl Gustav Jung ou est-ce même une notion nouvelle? Eh bien non, je crois que nous pouvons en philosophie remonter jusqu'aux idées de Platon. En effet, qu'est-ce que les idées de Platon? Sinon des normes, les types éternels des choses que l'âme contempla avant son union au corps. Par conséquent, avec les idées de Platon, nous touchons à l'entité des choses. Et Kant, avec ses idées transcendantales ou idées de la raison pure, qu'exprime-t-il? Sinon ce qui, dans notre pensée, ne dérive pas des sens et dépasse les conceptions mêmes de l'entendement, puisque l'on ne peut rien trouver dans l'expérience qui fournissent une illustration de ces idées transcendantales ou idées de la raison pure. Et là aussi, avec les idées de Kant, nous touchons à l'entité des choses. C'était d'ailleurs un peu la même pensée chez nous dans Malebranche, lorsque, dans les entretiens d'un philosophe chrétien, il écrivait « L'étendue intelligible est éternelle, nécessaire, infinie, car c'est l'idée ou l'archétype de l'étendue créée que nous apercevons immédiatement. » Alors, pour essayer de définir exactement l'archétype dans la pensée jungienne, il est peut-être bon de refaire un peu d'histoire. Donc, c'est en 1912 que Carl Gustav Jung nous parle d'image primordiale. Mais en 1917, il les appelle dominantes de l'inconscient collectif. On voit bien ce à quoi, par conséquent, elles se rattachent. Et enfin, en 1919, dans Instinct et Inconscient, il leur a donné le nom d'archétype. Jung a tiré le terme archetypus du Corpus Hermeticum, ainsi que de l'écrit de Denis l'Aréopagite de Divinis Nominibus. Ce sont des textes que nous serons amenés à évoquer lorsque nous parlerons des écrits médiévaux dans l'émission sur l'alchimie. Mais toutefois, ce furent surtout les idées principales de saint Augustin qui l'amenèrent à cette notion de l'archétype. Et, à travers les idées principales de saint Augustin, nous nous rattachons directement aux idées de Platon que nous évoquions tout à l'heure. Mais il ne faudrait surtout pas, dans la notion d'archétype en psychologie jungienne, comme pour toutes les autres notions chez Carl Gustav Jung, il ne faudrait surtout pas parler d'anthologie ou d'ontologie. C'est ce qu'il nous précise bien dans Introduction à l'essence de la mythologie, où il écrit « On ne doit point un instant s'abandonner à l'illusion que l'on parviendra finalement à expliquer un archétype et ainsi à le liquider. La tentative explicative la meilleure elle-même ne sera jamais rien d'autre qu'une traduction plus ou moins réussie dans un autre système d'images. » Voulez-vous quelques exemples d'archétypes? Le chevalier errant, c'est l'homme à la recherche de lui-même, à la recherche de la totalité de son conscient et de son inconscient. Et si le chevalier errant recherche une femme, il recherche l'anima que nous avions étudié, qui est le pont, la liaison avec son inconscient. Jonas et la baleine, de quoi s'agit-il? Il s'agit, en se précipitant dans le ventre de la baleine, en réalité de plonger dans les profondeurs, dans les noirceurs de l'inconscient, pour en ressurgir dans une seconde naissance, comme lorsque l'on sort du ventre de la baleine. Il y a l'éternelle notion du coucher et du soleil, Prométhée qui dérobe le feu, la puissance, Icare qui veut approcher trop près de la notion de Dieu, qui se brûle les ailes et qui tombe. Il y a Héraclès qui tue les monstres, et puis la ville. Rappelons-nous que la ville médiévale est entourée de remparts et qu'elle ressemble étrangement dans son dessin graphique à un mandala. Là aussi, il y a une possibilité, à travers l'archétype de la ville, d'atteindre la totalité du soi. Voici quelques exemples d'archétypes. Mais gardons-nous bien de les considérer seulement comme des dessins ou comme des sculptures ou des manifestations artistiques parfois d'une grande valeur.
Ils sont chargés d'une toute autre puissance, et Carl Gustav Jung, dans l'introduction à l'essence de la mythologie, nous met en garde. Les archétypes étaient et sont des puissances psychiques vitales qui veulent être prises au sérieux et qui s'appliquent de la façon la plus étonnante à se mettre en valeur. Ils ont toujours été tutélaires et secourables, et si on les blesse, on risque par contre les perils of the soul bien connus dans la psychologie du primitif. Ce sont les archétypes, eux aussi, qui provoquent infailliblement les troubles névrotiques et même psychiques, se comportant tout à fait comme des organes corporels ou comme des systèmes fonctionnels, organiques, négligés ou maltraités. La puissance de l'archétype, mais oui, bien sûr, l'esprit primitif l'éprouve, le ressent, c'est pour ça qu'il fait des sacrifices aux esprits, pour éviter la puissance maléfique. Pour terminer cette approche de la notion d'archétype dans l'œuvre de Carl Gustav Jung, je vous propose maintenant d'entendre Liliane Fréron. Dans le terme archétype, il a cherché à exprimer l'idée d'un complexe inné, d'un centre chargé d'énergie. Selon cette idée, l'archétype est caractérisé par des motifs d'une régularité étonnante qui aussi se répètent d'une façon constante et qui ont une structure déterminée rappelant les situations typiques dans la vie humaine. Il se trouve aussi bien dans les thèmes mythologiques que dans ceux du folklore et des œuvres de la littérature. Cette notion a subi une évolution considérable dans les derniers ouvrages de Jung. En découvrant le caractère psychoïde, même transcendant de l'archétype, il lui a finalement donné une valeur qui est même équivalente à la notion de l'esprit. Mais avant de nous lancer dans ces considérations dernières de l'œuvre de Jung, essayons de tracer l'importance de cette notion que l'auteur lui a donnée dès l'année 1917. C'est l'idée d'un centre créateur, d'un complexe impersonnel préconscient. Ceci l'a mise à même de compléter la notion freudienne. Il démontre que les phénomènes psychiques, en particulier les symptômes névrotiques, ne sont pas uniquement le produit des expériences personnelles de l'individu comme Freud les a conçues. Elles sont dans nombre de cas le résultat d'éléments structurels, primordiaux et héréditaires. Par l'effet de l'archétype, Jung a entrevu une possibilité de libérer l'individu souffrant de ses liens trop étroits et de le mettre en rapport avec les forces intérieures de l'âme, c'est-à-dire avec les forces divines au fond de sa nature. Dans Das Gewissen, Carl Gustav Jung nous met en garde contre ce qu'il appelle les tonalités affectives vives des archétypes. De quoi s'agit-il? Lorsque un archétype est chargé d'une puissance affective, il domine, il subjugue, il possède la personne à laquelle il s'adresse. Et nous en avons peut-être une illustration la plus parfaite dans les mouvements de foule. Lorsqu'une foule se réunit dans la communion vers un idéal, une idée, un principe, incarné par l'homme
qui dirige cette foule. La foule projette sur l'homme et sur l'archétype toute la puissance affective, la puissance sensitive dont elle est capable. Et l'archétype, en retour, se trouve chargé d'une puissance de déflagration considérable. Et à ce moment, à partir de ce moment, la foule, la réunion humaine, perd sa conscience, perd son contrôle d'elle-même et est entraînée vers les pires catastrophes. Nous en avons eu bien des exemples dans les dernières décennies que nous venons de vivre, et actuellement encore. Nous voyons dans des pays totalitaires cet échange de puissance affective de l'archétype à la foule se produire dans les deux sens. Il était bon ici d'évoquer comment la psychologie analytique jungienne avait vu la montée du nazisme en Allemagne. J'ai posé la question à Marie-Louise von Franz à Küsnacht, et voici ce qu'elle m'a répondu. Pendant que le nazisme se formait, il avait aussi des analysants allemands dans sa thérapie, alors il voyait quel est l'archétype derrière ces ismes. Parce que derrière un isme, il y a un archétype. On pense que c'est tout dans la tête, que c'est des théories sociologiques, que c'est des théories vengeance pour Versailles, une nouvelle forme de sociologie, Herrenrasse et tout ce que vous voulez. Mais ça, c'est tout des bêtises. On doit toujours se demander, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Qu'est-ce qu'il y a l'émotion en dessous? Pourquoi est-ce que les gens mangent de telles bêtises? Ils le mangent seulement quand il y a en dessous une émotion. Alors il faut se demander, quelle est l'émotion? Quelle est la motivation émotionnelle qui fait que les gens croient de telles choses? Et là, il y a toujours un archétype. Et l'émotion derrière le national-socialisme, c'était Wotan, qui était le dieu de l'émotion, de l'extase, du fureur, du berserk, de la victoire. C'était ça la grande émotion. C'était pour ainsi dire un élan spirituel abortif. Jung a même une fois dit, le national-socialisme, c'est un procès d'individuation qui est allé mal. Mais c'est ce qu'il y a de pire. C'est pour ainsi dire une fausse religion. Et vous voyez, c'est chez tous les ismes modernes. Ce sont des religions qui n'admettent pas qu'ils sont des religions. Alors il y a toute l'émotion, le fanatisme d'une religion, et ça joue comme si c'était raisonnable, comme si c'était de la pensée. Et c'est faussé. Naturellement, parce que l'homme moderne n'admet plus le vieux archétype, il appelle ça un isme, il en fait une théorie. Mais pour nous, qui voit un peu en dessous, on dit, c'est le vieux Wotan qui s'est réveillé. Et du reste, on le voit déjà dans la poésie romantique, ça a commencé avec les romantiques, et lentement, Wotan s'est réveillé. C'était un mouvement d'une émotion spirituelle païenne, qui est encore le vieux dieu national, comme vous voyez dans les tribus primitives. Dieu Wotan, archétype du pays allemand en guerre. Mais il est d'autres archétypes nationaux, et c'est à Londres que Laurence van der Post nous les a évoqués. C'est très important pour moi comment un peuple pense de son pays. Si on pense du pays comme un fatherland, une patrie ou un motherland, alors c'est très important si l'archétype est féminin ou masculin. Si la patrie est masculin, comme dans le cas d'Allemand, on trouve dans la psychologie nationale que la plus grande valeur est la valeur de l'autorité, la valeur de volonté. Il y a en même temps un manque des valeurs féminines, les valeurs de ce qu'on appelle feeling en anglais, des émotions. Et j'en suis sûr, pour les Allemands, Dieu était tout à fait masculin, et rien d'autre, n'est-ce pas? C'était un homme avec beaucoup d'autorité. Mais les valeurs féminines, ce qu'on appelle en grec les valeurs d'Eros, les valeurs de charité, dans le sens que charité est l'amour d'autres. On a des pays où on pense à la patrie, mais où l'archétype est féminin. Par exemple, c'est pour ça que, pour moi, la France est tellement important, parce que le symbole, au fond, l'image, l'archétype national français est féminin, est Marianne. Ici, chez nous, malheureusement, en Angleterre, jusqu'à avant-guerre,
nous avons une lutte entre deux archétypes. Nous ne parlons pas de Fatherland, on parle de Mother Country. Alors, ça c'est bien. Mais en même temps, nous avons aussi l'image de John Bull, qui est masculin. Et toute l'histoire de l'Angleterre est là, parce qu'il y a toujours une lutte entre les deux choses, dans le caractère anglais, entre les John Bull et les valeurs féminines qui n'ont pas encore une image nationale. Quand je me suis rendu en Allemagne, en Forêt-Noire, à Todtmoos-Rütte, près du professeur von Durkheim, je lui ai demandé s'il existait une figure archétypique qui vive encore dans l'esprit et dans le cœur des Allemands et qui se rattache à un personnage historique. À l'instant, à Londres, Laurence van der Post nous a exprimé les personnages de John Bull et de la Marianne française, mais ce sont des personnages archétypiques qui sont créés à partir du mythe, de la légende. Il est cependant des personnages qui entrent dans l'archétype et dans le mythe à partir d'une personne vivante. Par exemple, chez nous, c'est le cas de Jeanne d'Arc. Alors, sur la question que je lui avais posée, voici la réponse du comte von Durkheim. C'est un homme qui a joué un certain rôle dans ma famille. Tout d'abord, le château que j'ai habité dans ma jeunesse et mon enfance est tout près de Neuschwanstein, le fameux château de Louis II. Et mon oncle, c'est-à-dire le frère de mon père, c'était l'aide de camp du roi, Louis II, jusqu'à la fin. Et les paysans du village et de toute la contrée, jusqu'aujourd'hui encore, admirent, adorent et parlent toujours de nouveau de leur roi, Louis II, qui a survécu toutes les révolutions, justement en tant qu'archétype de l'âme allemande dans un certain sens, qui est très proche à la créativité divine d'un côté, mais aussi à la destruction de l'être humain grâce ou à cause d'une explosion de forces en lui qui sont plus fortes qu'un être existentiel puisse supporter. Vous employez le mot existentiel. Et l'existentialisme, qui est en Allemagne une doctrine philosophique, n'a pas le même sens que l'existentialisme en France. Non, c'est justement le contraire, n'est-ce pas? Si l'Allemand parle de l'existentialisme, il parle d'une doctrine ou d'une façon d'être qui est enracinée dans l'être essentiel. Tandis que l'existence et le moi existentiel pour les Français, c'est justement le moi conditionné par, disons, la vie du quotidien. L'existentialisme pour l'Allemand représente une vie enracinée dans l'au-delà. Nous avions tout à l'heure évoqué les idées de Platon et l'idée transcendantale dans la philosophie de Kant. Nous aurions pu aussi évoquer la Gestalt-théorie. En effet, les Gestalt-criteria tels qu'ils ont été précisés, formulés par Christian von Ehrenfels, comportent au moins deux critères qui se rapportent également aux archétypes. C'est d'une part le fait que les Gestalt contiennent plus que la simple somme de leurs éléments, et ensuite le fait que les Gestalt conservent leur caractère et leur qualité significative, même si leurs bases sont modifiées d'une certaine façon. Cependant, Carl Gustav Jung lui-même s'est penché sur le rapport entre les archétypes et les idées de Platon ou l'idée transcendantale chez Kant. C'est ainsi qu'il nous dit dans l'énergétique psychique chez Platon. Les archétypes de la représentation jouissent encore d'une très haute estime comme idées métaphysiques, comme paradigmata par rapport auxquels les choses réelles se comportent uniquement comme miméséis, comme imitation. Et on sait que la philosophie de saint Augustin, au Moyen-Âge, à laquelle j'ai emprunté l'idée de l'archétype, précise-t-il, ainsi que celle de Malebranche et de Bacon, reste sur le terrain de Platon. À partir de Descartes et de Malebranche, la valeur métaphysique de l'idée, de l'archétype, diminue. Il devient une pensée, condition extérieure de la connaissance, comme Spinoza l'a clairement exprimé, en disant « j'entends par idée un concept de l'âme que l'âme forme ».
Enfin, Kant réduit les archétypes au nombre limité des catégories de l'entendement. Schopenhauer va encore plus loin dans la simplification, mais c'est pour redonner d'un autre côté à l'archétype une valeur presque platonique. Dans cet aperçu malheureusement par trop sommaire, nous voyons encore à l'œuvre ce développement psychologique qui dissimule les instincts sous des motivations rationnelles et transforme les archétypes en concepts rationnels. Sous cette enveloppe, on peut à peine reconnaître l'archétype. Et cependant, la manière dont l'homme se représente intérieurement le monde, en dépit de toute différence de détail, est toujours aussi constante et régulière que son comportement instinctif. Il ne s'agit donc pas, et là Carl Gustav Jung nous le précise à nouveau, d'expliquer par la raison, par la logique, par la déduction, la conception de l'archétype. Et il est bon d'établir maintenant une différenciation entre l'archétype qui sait manifester et l'archétype qui ne sait pas manifester. Tant que l'archétype repose dans l'inconscient comme un point nodal invisible, un de ces noyaux de signification chargés d'énergie que nous évoquions tout à l'heure. Il n'appartient pas encore au domaine proprement psychique, puisque nous l'ignorons. Disons qu'il est seulement dans le domaine du psychoïde. L'archétype, et ceci est encore un texte de Carl Gustav Jung, extrait de Von der Wurzel des Bewusstseins. L'archétype en soi est un facteur psychoïde qui appartient pour ainsi dire à la partie invisible, ultraviolette du spectre de la psyché. On doit toujours avoir présent à l'esprit que ce que nous entendons par archétype est invisible en soi, mais que des effets, notamment les images archétypiques, nous permettent de le visualiser. Et là, nous rejoignons la notion de symbole telle que nous l'avons étudiée au début de l'émission dans l'œuvre de Carl Gustav Jung. Il faut par conséquent considérer avant tout l'archétype comme un champ magnétique, un centre énergétique dont nous allons voir tout à l'heure l'importance, un centre énergétique qui est à la base de la transformation du processus psychique en image. Disons que tant que l'archétype reste par conséquent un point nodal chargé de signification et chargé de virtualité, disons qu'il n'est qu'une structure à la forme indéterminable, mais que cette structure va avoir la possibilité de s'exprimer. Il est également un point qu'il nous faut évoquer. Dans le domaine des sciences biologiques, on a démontré qu'en l'état actuel de nos connaissances, il est impossible de prouver une possibilité de la transmission héréditaire des qualités acquises ou des souvenirs. Cependant, il faut bien considérer que des qualités acquises dans l'espèce animale sont transmises de génération en génération. Prenons le cas, par exemple, des abeilles. En rappelant cette impossibilité de la démonstration de la transmission héréditaire des qualités acquises, on a attaqué Carl Gustav Jung sur sa théorie des archétypes, sur la théorie de l'inconscient collectif. Mais les images primordiales, les archétypes, ne sont hérités que dans la mesure, et là je cite Yolande Jacobi, ne sont hérités que dans la mesure où la structure de la psyché et sa faculté de s'extérioriser en forme spécifique sont un héritage commun à l'humanité tout entière. Les archétypes, ce ne sont pas a priori des représentations héritées, mais ce sont, disons, des possibilités de représentation héritées. Carl Gustav Jung précise dans Seelenproblem, ils n'apparaissent dans le matériel formé que comme le principe régulateur qui le forme. Disons par conséquent que ces images, que ces archétypes qui sont le lot commun de toute l'humanité, sont avant tout une voie naturelle, le lit d'un fleuve, une prédisposition de la psyché humaine à se retrouver en permanence à travers les générations dans les mêmes fondements, dans les mêmes types, dans les mêmes catégories. Les archétypes doués d'énergie, à travers les générations, à travers l'histoire de l'humanité, forment et reforment les potentialités qui sont enfuies dans notre inconscient. Jung emploie d'ailleurs un terme bergsonien. Il parle d'éternel incréé, car ces archétypes ne possèdent pas, nous l'avons dit suffisamment, d'existence matérielle. Ils doivent recevoir un vêtement
qui leur permet d'apparaître comme réalité matérielle, comme image. Dans la littérature et l'iconographie chevaleresque chrétienne, le Graal est entouré de symboles. C'est toujours sur ce plan chrétien, à la fois et substantiellement le Christ mort pour les hommes, le vase de la Sainte Seine, c'est-à-dire la grâce divine accordée par le Christ à ses disciples, et enfin le calice de la messe contenant le sang réel du Sauveur. Je cite ici Albert Béguin. À travers ces réalités incluses dans le même symbole, il s'agit par la communion de pouvoir acquérir les vertus et la force que le Graal accorde. Et quelles sont ses vertus principales? Eh bien, il nourrit, c'est le don de vie, il éclaire, c'est l'illumination spirituelle, et il rend invincible. Ceci est, répétons-le, dans la symbolique chrétienne. Mais si nous nous plaçons maintenant dans l'angle de la psychologie jungienne, nous voyons une analogie entre la quête du Saint Graal qui exige des conditions de vie intérieure très difficiles à atteindre et cette quête du soi que nous avions évoquée lors de nos émissions précédentes, cette quête de la totalité de l'homme. Par conséquent, nous trouvons une analogie entre la recherche du chevalier qui, à travers la quête du Graal inaccessible, symbolise une aventure spirituelle, une exigence d'intériorité qui va permettre d'ouvrir les portes de la Jérusalem céleste, qui va permettre au chevalier d'accéder à l'éternité, au jugement dernier. Une analogie donc entre ce chevalier et l'homme moderne dans la psychologie jungienne qui doit parvenir à travers toutes les difficultés de la maturation, de l'individuation, de la vie au jour le jour parfois la plus pénible, qui doit parvenir à cette totalité de lui-même où il aura intégré toutes les forces spirituelles conscientes et inconscientes qui sont en lui. Voici extrait du Parsival de Wagner, l'entrée des chevaliers du Saint Graal. De tout temps, l'homme s'est efforcé d'exprimer dans la pierre ses conceptions cosmiques. Par exemple, la cariatide en tant que forme architecturale qui supporte se rapproche du mythe d'Atlas et peut être apparentée au pilier cosmique. Il y eut aussi le culte d'Hermès, c'était une évolution du culte des bornes placées sur le bord des chemins.
ces bornes, peu à peu, sous le nom d'Hermaï, ont tendu à se rapprocher de la colonne qui rappelle l'axe cosmique. Il y a également l'omphalos de Delphes, qui était situé sur la tombe du serpent Python et à la jonction des 3 zones cosmiques, susceptibles comme telles de garantir une conscience réintégrée, le serpent étant, nous l'avons vu, le symbole de la naissance et de la résurrection. Nous pourrions également parler en matière d'architecture de la zikkourate de Mésopotamie, qui, lorsqu'elle comporte 7 étages, correspond exactement aux 7 étages du ciel. Il y avait là aussi, vraisemblablement, une jonction avec les mondes infernaux au-delà des niveaux cosmiques. Nous pourrions également évoquer le rituel de fondation d'une ville chez les Romains. Romulus commence par creuser une tranchée, qu'il s'intitule en tant que microcosme un mundus. Ensuite, il établit une relation avec les enfers, il bouche ensuite la tranchée et il élève un autel. Il y a donc à ce moment jonction avec le ciel. Puis il établit le plan de la ville selon les points cardinaux, sans doute sous la forme d'un carré, et avec la quaternité, nous retrouvons cette idée de totalité que nous avions évoquée également lors d'une émission précédente. Nous pourrions aussi parler de la pyramide de Djoser à Saqqara, qui date de la 3e dynastie, et qui était, comme la zikkourate de Mésopotamie, un escalier du ciel. Il y a aussi le Fansota de Kunming au Yunnan, qui est du XIIe siècle. Un fossé à la base avec des dragons affrontés, mais c'est l'image du monde infernal. Puis la terre avec les 4 Orients, les Lokapala ou rois gardiens des points cardinaux, le ciel avec les Bouddhas assis sur les nuages, et le motif du vase plein entre 4 phénix, au sommet, le bouton de lotus, ces 3 derniers étant le symbole de l'éternité. Jean Chevalier, lors d'une réunion internationale à Paris, avait fait une communication sur une porte curieuse conservée au musée du Louvre. Je lui ai demandé de bien vouloir résumer pour nous cette communication. La porte de Kefer Yosef, qui a été ramenée de Palestine, une porte de pierre, porte d'un sépulcre, recouverte d'images, des figures purement géométriques, avec des nombres. On se trouve en présence d'une théogonie et d'un itinéraire mystique. Vous avez par exemple, sur la droite, en suivant la verticale, tout en haut une figure, c'est une figure du soleil. C'est effectivement une roue. La roue solaire, présentée comme à l'origine de toutes les manifestations qui vont se dérouler au-dessous. Car sous cette roue solaire, vous apercevez 6 carrés. Et à l'intérieur de chacun de ces carrés, une étoile à 4 branches. Les 6 carrés symbolisent les 6 jours de la création, c'est-à-dire la totalité de la création, mais suspendue, inachevée, car elle a tout son cycle évolutif à parcourir. Les étoiles à 4 branches indiquent toute la symbolique du 4, les 4 points cardinaux ou les 4 éléments de la nature, l'air, le feu, l'eau, la terre. Au-dessous, vous avez une sorte de disque avec 22 pales, comme des pales d'hélice. Ce disque est une des formes habituelles de la représentation de la Lune, d'Artémis, car nous verrions, si nous approfondissions l'étude de cette porte, qu'elle est une extraordinaire synthèse de la tradition hébraïque et du néoplatonisme. C'est une porte d'ailleurs du IIe siècle de notre ère. Donc nous avons ici au-dessous la Lune. Et tout ce monde créé entre les 2 régulateurs du temps et de l'espace, le Soleil et la Lune. Au centre de la porte, dans une ligne verticale, vous avez comme une ceinture avec 2 boucles représentées par 2 angles en direction opposée et 6 anneaux avec un point au centre de chacun d'eux. Ces anneaux symbolisent, car ils sont enchaînés entre eux, ils symbolisent l'évolution universelle.
et on remarquera que les deux boucles, c'est-à-dire les deux triangles, ont l'un la pointe vers le bas, c'est le triangle d'en haut, la pointe est dirigée vers le bas, comme si l'énergie venue d'en haut se communiquait à toute cette évolution, et ensuite, le triangle d'en bas avec la pointe relevée vers le haut indique comme un retour de l'évolution vers ses origines. On revoit là le cycle néoplatonicien de l'émanation-retour. Donc nous avons sur la droite les grandes figures de la création avec ces deux régulateurs. Là, la loi de l'évolution, émanation-retour. Et vous avez alors sur la gauche les symboles mêmes de cette évolution et qui sont en bas, les symboles et les principes de l'évolution. En bas, un coffret avec un point dans un carré. Ce coffret, comme tous les coffrets, est le symbole du trésor caché. Et là, dans ce contexte, le trésor caché, c'est manifestement la loi. Le coffret est surmonté d'une coquille avec au centre un triangle, la pointe dirigée vers le haut. La coquille est le symbole de la fécondité. La loi, ici, sous cette coquille, c'est la fécondité morale de la loi. L'évolution humaine se fera donc sous l'influence de cette loi, principe de l'évolution morale. Au-dessus, vous avez une étoile à 6 branches. Dans un hexagone, lequel s'inscrit lui-même dans un cercle. C'est là le symbole à la fois de l'homme, du cosmos et de la divinité. C'est donc cette évolution partie du principe vital, cette évolution entraîne donc tout le cosmos à l'intérieur d'un cycle divin. L'humanité elle-même est appelée dans ce cycle divin et l'on voit au sommet le symbole de la perfection des perfections, le 3 x 3, c'est le chandelier non pas à 7 branches, mais le chandelier à 9 branches, et au-dessus de lui, 2 coupes, les coupes d'huile d'olive de la vision d'Ézéchiel, l'huile symbolisant précisément cette force, cette énergie perpétuelle qui alimentera le feu du chandelier. Nous aboutissons ainsi à l'image de la perfection des perfections, le 3 multiplié par 3, c'est l'image de l'éternité spirituelle. Mais, allez-vous me dire, après ces exemples de symbolique cosmique, nous aimerions bien connaître le rôle exact de l'archétype dans la psychologie jungienne et dans la thérapie jungienne. Je ne puis faire mieux que de vous citer un extrait de L'homme à la découverte de son âme. Carl Gustav Jung dit « L'archétype est un centre chargé d'énergie ». Le dragon, par exemple, constitue une de ces images originelles archétypiques. Si, au cours de mon existence, je ne rencontre pas le dragon qui est en moi. Si je mène une existence qui reste dénuée de cette confrontation, je finirai par me sentir mal à mon aise, un peu comme si je me nourrissais constamment d'aliments dépourvus de vitamines ou de sel. Il me faut rencontrer le dragon, car celui-ci, de même que le héros, est un centre chargé d'énergie. Si la rencontre ne se produit pas, cette carence entraînera avec l'âge une contrariété semblable à celle que fait éprouver l'omission d'un besoin naturel à l'homme. Cela peut paraître paradoxal, mais ces images originelles, dont il existe une foule, portent chacune leur charge spécifique, dont nous ne sommes pas les bénéficiaires tant que, ne nous y étant pas encore butés, nous ne les avons pas incorporées d'une façon quelconque à la trame de notre vie. La rencontre avec le dragon peut s'effectuer selon différentes modalités, l'essentiel étant qu'il y ait confrontation. Je ferais peut-être mieux comprendre ma pensée en vous disant « on ne se sent pas tout à fait à son aise tant qu'on ne s'est pas rencontré avec soi-même ».
tant qu'on ne s'est pas heurté à soi-même. Si l'on n'a pas été en but à des difficultés intérieures, on demeure à sa propre surface. Lorsqu'un être entre en collision avec lui-même, il en éprouve après coup une impression salutaire qui lui procure du bien-être. Certes, en psychologie jungienne, il ne faut pas parler de ce bonheur qui nous est promis par la société de consommation, qui d'ailleurs, avant d'être une société de consommation, est évidemment une société de production. Il ne s'agit pas de ce bonheur par le bien matériel étant très important dans la vie, ne serait-ce que par la liberté qu'il peut accorder à l'homme pour songer à lui-même. Mais, au-delà des difficultés et des malheurs et des ennuis de la vie quotidienne, difficultés, malheurs, ennuis qu'aucune philosophie, qu'aucune religion, et encore moins une quelconque interprétation jungienne pourrait un jour supprimer de l'existence humaine. Au-delà de ces ennuis qui sont notre lot à tous, il est un autre niveau, un autre stade du psychisme, une autre perception par notre conscience du fait psychologique, qui se trouve alors au-delà, au-dessus de tous ces ennuis, et qui n'en a plus qu'une perception, qu'un retentissement très différent de celui que nous connaissons avant de nous être affrontés précisément avec les archétypes, avec le dragon, et avant de nous être enrichis à un niveau supérieur de notre conscience, de notre totalité psychique. Les archétypes sont excessivement dangereux, et c'est sur un dernier texte de Carl Gustav Jung, extrait de ma vie, que nous terminerons notre émission d'aujourd'hui. En tant qu'ils constituent une qualité de l'instinct, les archétypes participent de sa nature dynamique et possèdent par suite une énergie spécifique qui détermine, et même à l'occasion d'une façon contraignante, des façons de se comporter, des impulsions. C'est-à-dire que dans certaines circonstances, ils ont une force de possession, d'obsession, luminosité. Les concevoir sous figure de démonia puissance surnaturelle correspond parfaitement à leur nature. C'était Carl Gustav Jung ou la totalité de l'homme futur, une émission de Bernard Latour, avec la participation de Liliane Fréron de Zurich, Jean Chevalier, docteur en théologie, professeur de philosophie, ancien directeur à l'UNESCO, Yolande Jacobi de Zurich, Marie-Louise von Franz de Zurich, Laurence van der Post de Londres, professeur von Durkheim de Totmos-Rüte. Cette émission a été réalisée avec le concours de Radio Zurich et de la Südwestfunk. Assistante Marie-Laure Borg. Prochaine émission, lundi 14 septembre.